Monsieur le ministre, mesdames et messieurs les élus des centres de gestion de Bretagne et les élus tout court qui sont aussi présents, merci à tous et à toutes d'être venus, bien évidemment. Mesdames et messieurs les représentants des administrations, que ce soit d'État, j'ai vu tout à l'heure notre trésorier qui était là, que ce soit les administrations collectivités, évidemment, qui sont présentes ici, mesdames et messieurs les représentants de l'université, dont Daniel va pouvoir échanger tout à l'heure, ou vous présenter un petit peu notre collaboration entre le CDG 22 et l'université de Rennes 2 depuis quelques années maintenant, puisque s'il y a 13 manifestations aujourd'hui, c'est que en plus de ça, nous avons bien sûr beaucoup de choses en commun. Et puis toutes les étudiantes et les étudiants qui sont ici également, en plus des fonctionnaires, pour assister à cette 13e manifestation des territoriales du Centre de gestion des Côtes d'Armor. Merci à tous d'être ici, malgré un petit froid ce matin qui a gelé les vitres, et puis éventuellement la crainte d'être tenu au rond-point de Brézillé. Le rond-point de Brézillé étant un centre connu on va dire quoi, de centre d'organisation des Gilets jaunes. Donc forcément, c'est à côté, juste au-dessus, et on les voit quand on arrive. Je ne dis pas ça par hasard, j'y reviendrai un petit peu tout à l'heure. D'abord, nous allons avoir aujourd'hui une journée comme la 12e ou la 11e, chargée. Chargée parce que le programme qui nous a été concocté par les services, et je remercie par avance, même avant que ça soit complètement fini, en général on remercie quand c'est fini, mais je le fais déjà, les services à la fois du Centre de gestion des Côtes d'Armor, en collaboration avec l'université, du travail qui a été fait pour nous présenter cette journée. Nous allons tout à l'heure, après ces témoignages intéressants sur lesquels on peut rebondir sur pas mal de sujets, nous aurons après une présentation du cadre, après Daniel et moi bien sûr, du cadre juridique actuel du statut des fonctionnaires territoriaux, des évolutions possibles, par Béatrice Thomas-Tual, qui est enseignante-chercheuse en droit public et vice-présidente Europe et internationale à l'Université de Bretagne occidentale. Puis, nous aurons un témoignage, plus qu'un témoignage, une mise en perspective, probablement également, du ministre Anicet Le Pors sur justement ces réformes annoncées, notamment la CAP 22, dont on ne parle plus beaucoup actuellement, mais qui existe toujours, qui est, je dirais, derrière, en bruit de fond, et qui, derrière, veut essayer de recomposer un certain nombre de choses au niveau des services publics de manière générale. Donc, un point important autour de ça qui sera fait justement autour de la dialectique évidente entre services publics, territoire et population dans la République, évidemment. À 11h15, nous aurons une table ronde animée par Ronan Douaré, qu'on connaît bien depuis longtemps et qui travaille avec nous, qui est directeur général de l'enseignement et de la recherche des écoles de Saint-Circo et de Quinan, détaché de Rennes 2 à ce poste-là, qui permettra d'évoquer les sujets que vient d'évoquer avec Maryse Lebranchu, qui était déjà venue ici d'ailleurs en tant qu'intervenante du temps où elle était ministre. Donc, elle était ministre de 2012 à 2016, je le rappelle. Anicet Le Pors, qui nous rejoindra effectivement également pour cette présentation. Béatrice Thomas-Tual, qui pourra là aussi témoigner au-delà de son exposé sur les réactions qu'elle peut avoir sur ce genre de sujet. Jean-Robert Massimi, qui est avec nous ici, qui est le directeur du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale, Conseil supérieur qui est peut-être amené à avoir un rôle différent si l'idée de coordination des employeurs publics se met en place comme nous l'avons évoqué au Conseil supérieur. Effectivement, il pourrait y avoir un rôle intéressant, notamment avec la Fédération des centres de gestion, dont je suis la présence d'Alain Vassel qui est avec nous ici, qui représente la Fédération des centres de gestion également. Et puis, c'est Jean-Jacques qui viendra avec nous, qui est le président du centre de gestion du 35, qui viendra faire la conférence à ma place. C'est préférable dans la situation. Donc, nous aurons effectivement une table ronde extrêmement importante qui permettra d'aller beaucoup plus loin sur, je dirais, les réactions et l'environnement général dans lequel aujourd'hui la fonction publique territoriale évolue.
Et cet après-midi, nous aurons 4 ateliers en simultané. Vous avez ça sur vos petites fiches, justement avec la sécurisation des compétences des élus face aux élus du service public local, donc animé par Christian Hervoy, qui est maire d'une commune nouvelle. On parlait tout à l'heure de commune nouvelle avec Rémi Moulin. Donc, effectivement, il est maire d'une commune nouvelle à côté et membre du vice-président au conseil d'administration du Centre de gestion des Côtes d'Armor. Nous aurons après l'avenir des métiers de la fonction publique territoriale, la sécurisation des compétences pour demain, qui sera animé par Xavier Piriou, qui lui est DGS d'une commune, qui est celle de Plougnac, qui est également une commune nouvelle d'ailleurs depuis très peu, enfin qui va l'être puisque ça sera au 1er janvier 2019. Vous voyez, on est dans ces évolutions-là. Et nous aurons quel monde territorial demain et quel logiciel pour l'action publique territoriale, qui sera animé par Guy Deléon, qui est DGS mutualisé de la communauté de communes de Lamballe-Terre-et-Mer, que je connais un peu, et de Lamballe, qui va être aussi une commune nouvelle au 1er janvier 2019, qui est déjà une et qui va se transformer en une nouvelle commune nouvelle au 1er janvier 2019. Et je suis d'ailleurs étonné que Guy Deléon ait le temps de venir animer des colloques, alors qu'il a quand même pas mal de boulot à faire. Et puis, mais ça, c'est l'indépendance du fonctionnaire, vous l'avez vu ? Il est là, du coup. Et 4e table ronde, c'est favoriser le processus d'évolution des compétences, mobilité, formation, accès à l'emploi, animé par Arnaud Gouriou, qui est chargé des licences professionnelles, chose très importante puisqu'on a une relation au niveau des licences professionnelles avec l'université de Rennes 2. Donc, vous voyez, à la fois une matinée collective sur les témoignages, les enjeux, des mises en perspective, un traçage, je dirais, d'une certaine manière, des esquisses du travail qu'on peut réaliser, et puis une après-midi en atelier sur des thèmes beaucoup plus concrets, beaucoup plus précis, qui permettent aussi d'enrichir notre réflexion aujourd'hui et demain dans la fonction publique territoriale. J'ajoute cet élément qu'on évoquait et qui a été évoqué pas mal dans la vidéo, évidemment, c'est les élus dans cette affaire. Je commencerai par ça dans ma petite introduction, c'est que les élus sont effectivement complètement partie prenante du statut de la fonction publique territoriale. D'abord parce que les élus, il ne faut pas l'oublier, sont les employeurs. Les élus sont l'autorité territoriale. Et l'autorité territoriale, ce n'est pas n'importe quel mot. Ça veut dire des choses par rapport à ce que ça veut dire, ça représente dans le dispositif fonction publique. Il y a la fonction publique territoriale, et la fonction publique d'État de manière générale, hospitalière, et là, il n'y a pas les élus de la même manière. Par contre, dans la fonction publique territoriale, il y a des élus, il y a des employeurs. Et le rôle est complètement différent puisqu'ils sont totalement responsables de la situation de leurs agents et de la façon dont se passe leur carrière. Il y a un rôle extrêmement important qui est peut-être parfois un peu oublié. Et on s'en aperçoit avec Jean-Roger Massivy auprès du Conseil supérieur que le rôle aujourd'hui des élus sur la fonction publique territoriale est extrêmement important et devrait l'être encore davantage si, d'une part, ces élus prennent conscience de la force qu'ils représentent du point de vue de la négociation, d'un côté avec les organisations syndicales, corps représentatifs de la fonction publique, et de l'autre côté avec l'État qui, aujourd'hui, décide à la place de ces élus. On a évidemment là une dialectique extrêmement importante à mettre en œuvre par rapport justement à cette représentation des élus qui doivent prendre leur place d'employeur. Place d'employeur qui a été évoquée tout à l'heure, et on voit bien à quel point, aujourd'hui, on s'en rend compte, les élus doivent être aussi militants de la fonction publique territoriale. Car, on le voit au niveau du Conseil sup, on s'aperçoit qu'il y a un certain détachement, et je ne dis que ce mot, sur à la fois la connaissance de ce milieu, à la fois son appréhension et à la fois la façon dont celui-ci peut évoluer. Ce qui m'amène d'ailleurs aux réflexions sur la suite. Ce qu'on s'aperçoit de quoi ? On s'aperçoit que, effectivement, ces évolutions-là sont liées beaucoup plus, les temps derniers, à des questions un peu idéologiques, à des questions liées aux économies, ça a été évoqué tout à l'heure. Il y a une restructuration d'un point de vue, je dirais, dans l'air du temps. Il faut que ça change. Il y a le nouveau monde, il y a l'ancien, il y a le nouveau monde. On parlait des gilets jaunes tout à l'heure, on s'aperçoit qu'il y a le dégagisme ou le nouveau monde du nouveau monde. Donc on arrive à des situations qui peuvent être extrêmement dangereuses et qui nous amènent à être dans l'incertitude et l'instabilité, alors que par définition, et justement c'est ça qui est important, la fonction publique territoriale elle-même par essence, c'est la stabilité au service du service public.
Et cette stabilité au service du service public, il faut effectivement qu'elle soit préservée. J'ai été chercher un petit peu, de ce point de vue-là, dans l'histoire pour retrouver les mots. On a beaucoup parlé de mots, on a parlé statut, contrat, concours, évolution. Ces mots-là sont pleins de charges passionnelles, pleins de charges économiques, pleins de charges politiques, au sens à la fois intéressant du point de vue de la gestion de la cité, mais aussi au sens de la politique dans le débat de la République. Et on s'aperçoit que ça remonte à loin, ces mots. J'ai retrouvé un texte de Louis XI. Ça date des années 1470-75, quelque chose dans le genre. Alors, Louis XI, on le connaît, notre ami Louis XI, c'est quelqu'un qui, effectivement, a fondé des choses du point de vue de l'État, je veux dire l'État, pas évidemment autre chose, et qui a permis sans doute au territoire français tel qu'il est d'avoir une évolution dans justement sa constitution d'État. Mais il avait aussi une petite vision sur les moyens qu'il allait à mettre en œuvre pour la fonction publique. On n'appelait pas ça comme ça, évidemment, à l'époque. Et il parlait de ses officiers. Ces officiers, on dit toujours officiers, d'ailleurs, dans notre milieu. Mais il parlait de ses officiers, et il disait, je remarque que mes officiers sont trop occupés à faire autre chose et à être éventuellement pris par d'autres activités, et du coup, comme ils sont payés par d'autres pour faire d'autres choses, ne font pas les activités pour lesquelles je les destine. Or, moi, ce qui m'intéresse, c'est que mes officiers soient neutres et soient sécurisés. Et dans ce texte, qui est tout à fait intéressant, il disait, puisqu'il faut qu'ils soient neutres et qu'ils soient sécurisés, je vais les payer moi-même. Comme ça, ils auront les moyens de faire le travail pour lequel je les destine pour le bien de l'État. Évidemment, on ne parlait pas de la République à l'époque. Mais c'était ça l'idée. Et cette idée de mots, de sécurisation, de neutralité, regardez ce que ça donne aujourd'hui, regardez le débat autour de ça. On l'a toujours. Et effectivement, on s'aperçoit que ces mots se sont enrichis après au fil des siècles, évidemment, pour arriver à la constitution de ce statut que nous connaissons et sur lequel Monsieur le ministre pourra évidemment revenir, puisqu'il en est un des maîtres d'ouvrage. Mais évidemment, on s'aperçoit que cette puissance qui remonte à loin a toujours les mêmes fondements sur la neutralité, la sécurisation, l'impartialité. Forcément, ça ne donnait pas à l'époque les mêmes résultats, mais n'empêche, on était dans cette logique qui permet justement de faire en sorte qu'aujourd'hui, il y ait des personnes, des agents, qu'on appelle des fonctionnaires, et qui sont au service de la population ou d'organisations sur les territoires, territoriales pour ce qui nous concerne, permettant justement d'agir de cette manière-là. Et faisant en sorte que, tout roi qu'il est, ou nous, tout maire que nous sommes, ou tout président de communauté que nous sommes, nous ne sommes pas complètement maîtres de tous les jeux parce que justement nous avons avec nous une fonction publique qui organise, anime, coordonne, met en œuvre, propose, dans un cadre qui permet de le faire en sécurité. Et ça, c'est tout à fait essentiel. Et regardez ce que ça veut dire du point de vue des conditions générales de l'exercice de la République. Depuis la crise de 2008, je reviens un petit peu là-dessus parce qu'on a un peu oublié ça. La crise de 2008 a eu des conséquences énormes, on le sait, partout. Et dans d'autres pays, ça a été bien pire. Dans d'autres pays, j'étais en rapport avec nos amis portugais parce qu'on a un jumelage avec le Portugal. Eh bien, pendant une année, ça devait être en 2009 ou en 2010, les écoles n'ont pas fait de rentrée. Il n'y avait pas d'école maternelle ou primaire. Ils ont retardé leurs entrées. Parce qu'ils ne pouvaient pas payer les profs, parce que les écoles par les collectivités n'étaient pas payées non plus, ils fermaient les écoles temporairement. Et puis les élèves qui faisaient des rapports, des voyages entre le Portugal et la France, ne venaient plus. Il a fallu que ce soit la ville de Lamballe qui, effectivement, s'occupe d'organiser une prise en charge partielle, mais quand même des élèves, parce que justement, la ville portugaise ne le pouvait plus. Elle ne pouvait plus, pourquoi ? Parce que, effectivement, le statut, l'amortisseur sur lequel l'organisation générale de la société sur laquelle, justement, nous pouvions nous appuyer n'existait pas dans bien d'autres endroits. Et il y a eu dans beaucoup d'autres endroits, dans d'autres pays, des fermetures de services entiers. Des bibliothèques qui étaient terminées. On fermait les bibliothèques, on fermait les écoles, on fermait des services publics en entier. On a connu ça ici, mais pas dans les moindres mesures. Pourquoi ? Parce que, justement, les amortisseurs sociaux ont joué à plein.
Et évidemment, quand ça a descendu, on s'en occupait pas trop. Mais quand on remonte, ça dit quoi? Qu'est-ce qu'on dit? Et vous entendez ça de temps en temps. Oui, la France ne va pas assez vite par rapport aux autres. Mais évidemment, sauf qu'on est descendu beaucoup moins bas que les autres. Le chômage n'a pas été de la même manière. Les services publics n'ont pas été atteints de la même manière. Et il faut que nous conservions cela. Et ce n'est pas le tout de dire aujourd'hui les autres réussissent à faire ci et ça, et nous on doit faire pareil en sacrifiant ce sur quoi nous sommes construits. Et c'est bien le débat que nous avons à partir de ces éléments que nous avons sur la table aujourd'hui, que justement ces éléments d'amortisseurs, ce substrat sur lequel la France est construite avec son service public à la française, comme on le dit souvent, qui évidemment doit évoluer, ça a été dit tout à l'heure et ça va être redit dans la journée, c'est un élément fondamental de la construction et de la sécurisation de notre pays. Et je disais tout à l'heure, je parlais des Gilets jaunes, effectivement, ils posent un problème qui était effectivement réel sur le pouvoir d'achat et sur la place d'une partie de la société dans le débat public. Ce déclassement qui est évoqué. Oui, effectivement, il y a une place à poser. Il y a des questions qui se posent sur le renouveau de notre démocratie telle qu'elle est aujourd'hui, à condition de ne pas oublier les corps représentatifs, les corps intermédiaires, les organisations syndicales et toutes celles et ceux qui ont fait cette sécurisation de la société française. Et le service public en fait partie. Et je crois que c'est important de rappeler ça dans ces moments historiques et dans ces moments de changement ou d'interrogations extrêmement puissantes que nous avons actuellement sur le territoire français, de manière à toujours garder des bases sur lesquelles on puisse travailler. Parce qu'il n'y a rien de pire que de ne plus avoir de base et de considérer qu'on peut changer comme ça, parce qu'à un moment donné, l'ambiance, l'état d'esprit ou la politique fait qu'on changerait. Or, rien n'est plus important de ce point de vue-là que cette stabilité sur laquelle on peut bouger, comme un paquebot, vous savez, un paquebot qui avance dans la mer, avance lentement et avance toujours dans la même direction. Et pour le faire bouger, il ne faut pas essayer de le faire tourner d'un coup, il se renverserait. Il faut le faire courir sur son air. Et qu'en courant sur son air, il peut changer la direction, mais prendre le temps, réfléchir, le faire dans les conditions qui permettent la cohésion sociale de la société me paraît tout à fait essentiel et c'est sans doute un des messages sur lesquels nous travaillerons aujourd'hui, en plus de ce message qui aura lieu aussi, qui sera posé aussi, celui de la place de l'élu dans cette affaire, parce qu'une fois qu'on a réglé les problèmes de la fonction publique territoriale, on doit aussi régler les problèmes cruciaux des élus actuellement. Vous le savez, il y a une espèce de spleen, de désespérance chez les élus, notamment des petites collectivités. Je parle devant Armelle Botrel, qui est la présidente de notre AMF, l'Assemblée des maires de France au niveau des Côtes-d'Armor, où on sent bien qu'effectivement, il y a besoin là aussi de rassurer, d'une certaine manière, c'est vrai, de traiter différemment sans doute les élus tels qu'ils ont été traités depuis quelques années, et de faire en sorte de leur donner, dans la vision future de leur rapport à la fonction publique, de leur rapport au service public, sans doute une place différente et un statut différent qu'il n'est aujourd'hui. On parle de ça depuis des années, ça n'est pas venu. Manifestement, lors des derniers gouvernements, il n'y a pas eu de changement important sur ce sujet-là. Le Sénat fait des propositions actuellement, d'ailleurs, et Alain Vassel pourra nous en parler tout à l'heure. Il y a une liste importante de propositions sénatoriales sur un changement de statut de l'élu du point de vue de son opérationnalité, c'est ça que ça veut dire, et de sa sécurité aussi, et effectivement des conséquences que ça peut avoir sur l'ensemble de la fonction publique territoriale, évidemment. Puis je terminerai en citant quelque chose qui vient de se produire, c'était la semaine dernière, ce sont les élections professionnelles. Les élections professionnelles ont donné des résultats, d'ailleurs, j'en parlais avec Jean Rocher tout à l'heure, qui ne sont pas bouleversants de ce point de vue-là. Il n'y a pas eu d'évolution gigantesque. Il y a eu des mouvements. Vous avez vu les résultats vous-même. Je ne rappellerai pas les résultats ici parce qu'il n'est pas de mon ressort de les analyser ou de dire des chiffres qui pourraient poser des débats après pour les uns ou les autres. Mais c'est de dire que ces élections professionnelles se sont d'abord déroulées dans le cadre d'une participation qui est un petit peu inférieure à la moyenne, 50%, donc un peu plus faible que la dernière fois. C'est vrai que l'on peut regretter que cette participation ne soit pas plus forte parce que c'est aussi l'empreinte des organisations et donc de leurs représentants dans le monde territorial ou le monde de la fonction publique en général. Mais aujourd'hui, quand on regarde les choses, on s'aperçoit que finalement 49 ou 50% de votants, c'est à peu près les scores, un petit peu moins, bien des élections politiques aimeraient les avoir. Et pouvoir avoir cette légitimité qui, après, leur permet de travailler dans de bonnes conditions parce qu'on est légitime vis-à-vis de ses mandants, vis-à-vis du peuple ou vis-à-vis des fonctionnaires de tel ou tel secteur. Et je crois que cette élection qui vient d'avoir lieu,
on aura à en tirer les conséquences au niveau du Conseil supérieur, des centres de gestion, bien évidemment, puisque nous gérons le droit syndical et les conséquences qui vont avec, mais aussi, parce que ça c'est fondamental et ça ressort de ce qu'on disait tout à l'heure, les corps intermédiaires, ça veut dire que c'est sans doute un moment dont il faut se saisir pour redonner de la puissance au dialogue social. Tout ce que je viens de dire ne marche que si justement on a une capacité à construire du dialogue social dans de bonnes conditions. Bonjour Marie-Lise. Bonjour Madame la Ministre. Tu vas là, il y a une place à côté d'Anissé. Marie-Lise n'était pas discrète là. Et je vais donc en terminer sur ce message de travail. Ce n'est pas que de l'espoir comme ça, c'est un message de travail que j'estime exigeant. Le dialogue social est quelque chose de très exigeant, de très compliqué, puisque les logiques ne sont pas les mêmes, il y a des conflits d'intérêts. Et notre travail, c'est aussi l'aboutissement du dialogue social, la concrétisation du dialogue social par le compromis et la sortie de crise, et les solutions qu'il faut trouver pour que justement cette stabilité dont je vous parlais au début puisse continuer enrichie sans arrêt d'un dialogue, d'une discussion avec les responsables d'un côté et avec aussi les formations et les organisations syndicales représentant la fonction publique de l'autre côté, de manière justement à pouvoir avancer dans d'excellentes conditions et faire en sorte que notre service public continue à croître et à embellir pour le bien de la population, car n'oubliez pas que nous ne sommes là, vous tous, services publics, fonctionnaires et nous élus, que pour la population. Merci à tous. Eh bien, merci, Monsieur le Président Corret, d'avoir introduit cette nouvelle édition, 13e édition des rencontres territoriales de Bretagne. Donc, merci aussi à Monsieur le maire de Ploufragan de nous accueillir dans ce palais des congrès pour la 13e année consécutive. Madame la ministre, Monsieur le ministre, Mesdames et Messieurs les présidentes et les présidents, je sais qu'ils sont nombreux dans cette salle, Mesdames et Messieurs les élus, Mesdames et Messieurs les agents de l'État et les agents territoriaux, chers collègues et chers étudiants, je suis très honorée et très heureuse de participer, donc avec mon collègue Ronan Douaré, comme chaque année, à la 13e édition des rencontres territoriales de Bretagne, donc organisée par le CDG 22, et toujours en partenariat donc, avec l'Université Rennes 2, les 3 autres centres de gestion bretons, 29, 35 et 56, aussi la délégation régionale du CNFPT, avec la participation aujourd'hui de la FNCDG, du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale, de l'AMF 22, de la RIC, la DSM 22, donc avec cet ensemble de représentants qui œuvrent pour les territoires, les citoyens et effectivement le développement de l'action publique dans les territoires. Pour la 13e année consécutive également, nous recevons le soutien du syndicat de gestion du pôle universitaire de Saint-Brieuc-Côte d'Armor, puisqu'il y a ce pôle universitaire, donc interuniversitaire, ici même à Saint-Brieuc-Côte d'Armor, le SGPU, et en particulier de ses 2 membres statutaires, à savoir le département des Côtes d'Armor et l'agglomération de Saint-Brieuc. Donc ils sont aussi partie prenante. Eh bien, tout d'abord, de l'écoute des élus et des cadres de la fonction publique territoriale qui se sont exprimés dans le film, eh bien, il ressort que l'exercice de leurs fonctions au service de l'intérêt général, des territoires, des citoyens, cet exercice est en pleine mutation et il apparaît clairement qu'il nécessite un accompagnement, nous l'avons vu. Pour les élus, tout d'abord, la sécurisation passe, on l'a vu, par la formation, la reconnaissance dont on parle effectivement depuis 30 ans d'un statut de l'élu qui doit pouvoir exercer son mandat.
en compatibilité avec un exercice professionnel, se voir reconnaître des droits, comme cela a été dit, par les employeurs. À cet égard, ils doivent avoir la possibilité aussi de reconversion en fin de mandat. Donc, cette question de sécurisation, elle est constamment présente. Pour ce qui concerne les agents territoriaux, tous s'accordent sur le constat que la fonction publique territoriale doit faire face à des défis majeurs, des défis qui concernent tout particulièrement les élus, car, comme le président Coret vient de le dire, effectivement, les élus sont particulièrement concernés. Notamment la loi du 13 juillet de 1987 avait renforcé leur pouvoir en matière de recrutement, de gestion de carrière des fonctionnaires. Ils sont effectivement les employeurs, donc particulièrement concernés. Le débat est donc ouvert largement. En effet, quel nouveau contrat social pour les agents ? C'était la question qui a été posée par une rencontre entre les représentants du comité d'action publique 2022 et les cadres de la fonction territoriale, donc en janvier 2018. Souplesse, incitation, mutualisation, tel a été l'intitulé global des 14 propositions que le Sénat a formulées pour la fonction publique territoriale lors de la réunion du 13 juin 2018 au Sénat. Ensuite, la transformation de l'organisation territoriale des services publics, c'était effectivement le projet, le programme du comité d'action publique 2022, formulé en juillet dernier, avec évolution programmée du statut de la fonction publique, la relation statut-contrat. Donc tous ces éléments, effectivement, sont en débat. Alors, les éléments de réponse, de réflexion qui peuvent être apportés à tous ces défis, par le partenariat entre l'université Rennes 2 en particulier, mais qui travaille en réseau avec les autres universités bretonnes, et en particulier l'université de Brest, puisque nous avons sa vice-présidente aux relations internationales qui intervient dans ce cadre-là aujourd'hui, les établissements d'enseignement supérieur autres, comme l'IOP, Institut d'études politiques, par exemple, avec la chaire Territoire et mutation de l'action publique, donc en lien avec le Conseil régional de Bretagne, les collectivités territoriales et leurs établissements supports, que sont les CDG, et aussi, bien sûr, le CNFPT. Et précisément, en matière de formation, nous avons effectivement des réponses à proposer. Et ce qui est intéressant, c'est que cette année, en 2018, le 16 février, une convention de partenariat a été signée entre l'université Rennes 2, une convention de gestion de la licence professionnelle, métier des administrations et des collectivités territoriales, avec ces deux parcours dont nous reparlerons, signée justement avec les 4 CDG, donc des 4 départements bretons, les 4 CDG bretons, et le CNFPT, la délégation régionale Bretagne. Donc cette convention prend acte de ce partenariat qui existe effectivement depuis 15 ans, depuis effectivement la mise en place en 2003 de la licence professionnelle métier de l'administration territoriale, qui a été suivie ensuite en 2007 de la licence professionnelle métier technique de l'administration territoriale, des collectivités territoriales, et qui, effectivement, fait l'objet de cette convention. Donc cette licence professionnelle, en alternance, donc sur les métiers administratifs et sur les métiers techniques, eh bien, elle a, depuis le début, fait l'objet d'une co-construction partenariale, et cette co-construction partenariale est permanente. Dans le cadre des conseils de perfectionnement, nous faisons évoluer, donc ensemble avec les partenaires, les maquettes, les programmes, de manière à adapter la formation aux évolutions, à la rendre effectivement aussi performante que nous le pouvons. Et il faut noter aussi que cette licence professionnelle et ce partenariat sont donc reconnus et labellisés comme diplôme de formation professionnelle dans le cadre du plan Bretagne Formation, donc qui est soutenu par un financement du Conseil régional de Bretagne et alimenté aussi par le Fonds social européen. Donc dans le
cadre du plan Bretagne Formation. Et effectivement, cette licence-là, elle doit continuer à s'adapter, à approfondir le partenariat pour être régulièrement éligible, puisque tous les 2 ans, nous devons effectivement présenter ce projet pour rester éligible à ce plan Bretagne Formation qui maintenant prend une nouvelle dimension. Nous pouvons noter que si nous voulons aller plus loin dans ce partenariat, eh bien, nous pouvons aussi proposer donc, une expérimentation positive de master qui a été faite pendant 2 ans avec les mêmes professionnels, avec les mêmes partenaires, donc les CDG, le CNFPT, donc qui pendant 2 ans a conduit à un soutien positif, y compris donc, du CNFPT au niveau national, et qui a donné des résultats très positifs, donc de la part des diplômés et des possibilités d'insertion qui ont été les leurs. Eh bien, ce diplôme-là donc, était expérimental, donc il a fonctionné 2 ans, mais il a été réhabilité, l'Université Rennes 2 a une habilitation du ministère de l'Enseignement supérieur pour poursuivre dans cette voie, donc on peut poursuivre également dans cette voie, donc, puisqu'il y a vraiment, concernant les masters, concernant la formation au management public, puisque c'était de cela qu'il s'agissait, de cette formation au management public, donc ouvert, donc, bien entendu, en alternance, donc en formation continue, aux directeurs généraux de services et aux cadres territoriaux visant éventuellement ces fonctions-là, mais de manière large à l'encadrement territorial, donc formation au management public, qui est aussi une demande des cadres territoriaux. Enfin, on peut noter que ce partenariat université et effectivement établissement support de la fonction publique territoriale, ce partenariat-là, il est en liaison permanente avec la recherche universitaire, ce qui nous a permis, vous voyez, depuis toutes ces années, d'organiser précisément ces rencontres territoriales de Bretagne, donc en faisant intervenir régulièrement des chercheurs aux côtés des professionnels de l'administration territoriale, des élus, et bien entendu, c'est notre but de continuer à approfondir cette démarche. Et justement, ces territoriales de Bretagne ont ouvert la voie à d'autres manifestations. Bon, je ne citerai que celle de 2018, puisque nous avons à Lamballe, les 22 et 23 mars 2018, donc, organisé un colloque de dimension européenne intitulé « Quelle centralité en dehors des métropoles ? La trajectoire des petites villes européennes comme enjeu d'équité territoriale ?» Et une suite est programmée donc, le 28 février, donc cette fois dans le cadre du Césaire, donc avec le Conseil régional, pour mettre en lumière les débats qui sont organisés donc par le Conseil régional en particulier autour des centres-villes, des centres-bourgs et centres-villes de Bretagne. Et effectivement, c'est aussi la suite de ce qui s'est développé à Lamballe. Et puis d'autres opérations comme effectivement le Forum des élus et de l'emploi territorial, donc organisé par le CDG 35 en partenariat avec l'IEP de Rennes, bien entendu, dans lequel l'ensemble des partenaires, puisque c'est le CDG 35, mais avec les autres CDG qui organisent cela, bien, nous sommes effectivement partie prenante. Et à partir de ces éléments-là, eh bien, je vous remercie de votre présence nombreuse aujourd'hui encore, puisque les territoriales de Bretagne ont régulièrement recueilli un auditoire donc nombreux et attentif. Donc, je vous souhaite une excellente journée de congrès, de débat, puisque nous allons aussi, dans le cadre des ateliers, eh bien, débattre de toutes ces questions. Je vous remercie de votre attention.